camarades militantes, camarades militants, voici donc le texte qu'Ali Agba Onanga Yobege va vous lire de ma part. Il n'était pas apparu en vidéo depuis près de 2 ans et sa vidéo Make Noise. Ali Bongo prend la parole pour réaffirmer sa légitimité en tant que président du Parti démocratique gabonais. Depuis Londres, où il est exilé, l'ancien président gabonais dénonce les usurpateurs au sein du PDG. Ce directoire illégal et autoproclamé a méthodiquement sapé les fondements de notre parti. Il a instrumentalisé le PDG à des fins personnelles. Dans son discours, lu par un de ses fidèles, Ali Bongo rejette en bloc la nouvelle équipe à la tête du parti depuis le 7 mars 2024. Il réaffirme qu'il ne briguera plus de mandat national, mais annonce une réorganisation stratégique du parti. La réorganisation que nous engagerons portera, entre autres, réformes majeures sur la modification des dispositions statutaires concernant la désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle. La déclaration de l'ancien chef d'État a depuis fait réagir, à commencer par ses propres soutiens. Ali Bongo était président de la République, chef de l'État, jusqu'à la date du coup d'État. Il a donc perdu, à la suite de ce coup d'État, ses fonctions de chef d'État et de président de la République. Mais ce n'est pas pour autant qu'il aurait perdu les fonctions de président du parti. Proche de l'actuel camp présidentiel, ce politologue estime que la promesse d'Ali Bongo de désigner des candidats aux élections de septembre pourrait être le début de lourdes complications pour le parti. Qui a le bon bout du PDG, qui a le mouvement du PDG légaliste. Et de ce point de vue, je pense que le contentieux risque d'être lourd, non seulement sur le plan politique, notamment avant les élections, puisque la Cour constitutionnelle pourrait être saisie devant les candidatures présentées par une aile ou par une autre. Après la sortie d'Ali Bongo, aucune réaction de la part de l'actuel président du PDG, Blaise Louembe, qui a entamé une tournée nationale pour mobiliser les électeurs dans la perspective des prochaines élections. L'image était attendue depuis des mois. À Doha, les représentants du gouvernement congolais et ceux des rebelles de la FCM 23 signent une déclaration de principe, incluant un engagement pour un cessez-le-feu permanent. Nous sommes déterminés, l'État congolais, l'État légitime est déterminé de mettre fin à l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, et ce à travers un accord qui sera contraignant pour toutes les parties. C'est un pas important, c'est un pas avec des engagements clairs pour la République démocratique du Congo, mais des engagements aussi très clairs pour le M23. Et pourtant, entre les deux parties, les interprétations semblent déjà diverger. Si les officiels congolais assurent que l'accord tient compte de leur exigence de retrait du mouvement rebelle, le chef de la délégation de la FCM 23 tient un tout autre discours. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que la FCM 23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont, de la sécurité, parce que la FCM 23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes. Face à ces déclarations contradictoires, mais aussi à la réalité du terrain, certains acteurs de la société civile se montrent méfiants, comme ce militant rencontré à Bukavu. On est en train de vouloir signer un accord pour la paix, mais au même moment, les deux parties renforcent leurs troupes sur le terrain. Ça donne quelle impression? On peut penser à une aventure ambiguë. Dans cette région où la guerre fait rage depuis 30 ans, l'accord suscite tout de même de l'espoir. Bukavu est tombé aux mains du M23 en février dernier. Et depuis, les habitants vivent sous l'administration parallèle instaurée par le mouvement rebelle. S'ils s'engagent vraiment, alors la paix reviendra, le travail aussi, et le commerce pourra aller de l'avant. Les banques sont fermées, les coopératives aussi. On ne sait pas pourquoi l'argent ne circule pas. On souffre à cause des guerres à répétition. Que cet accord apporte la paix, c'est tout ce que nous voulons. Les négociations directes pour un accord de paix doivent débuter avant le 8 août, pour une signature le 18 au plus tard.
Vêtus de jaune, en référence au scandale de l'achat opaque de tracteurs jaunes par l'État, ils étaient des centaines à répondre à l'appel du mouvement Solidarity and Trust for a New Day ce jeudi dans la capitale du Libéria. Les manifestants dénoncent un pouvoir Boakai autoritaire, incompétent et déconnecté des réalités économiques du pays. Nos compatriotes ont été retirés de leur poste alors que la Constitution dit qu'un citoyen libérien a droit à un emploi, peu importe son parti politique. On les a virés juste parce qu'ils étaient identifiés comme partisans du CDC. Des centaines de fonctionnaires proches de l'ancien régime de George Weah ont été suspendus ces derniers mois, officiellement pour ne pas avoir déclaré leurs biens, une mesure perçue par certains comme une chasse aux sorcières. Nous, les femmes qui faisons du commerce, on souffre. C'est devenu très difficile. Nos enfants ne vont plus à l'école. Franchement, on préférerait notre président autochtone au lieu d'un homme dit instruit. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de souffrir. Inflation, chômage, école inaccessible, les critiques sociales se mêlent aux tensions politiques. On utilise une stratégie d'essaimage. Les Libériens viennent de partout pour se rassembler au cœur de Monrovia. Ils viennent dire au président Boakai « assez de souffrance, assez de corruption, assez de mauvaise gestion, assez d'hypocrisie, assez du système de santé déplorable, trop c'est trop ». Les forces de sécurité ont bloqué l'accès au palais présidentiel. Des affrontements ont éclaté, plusieurs policiers et manifestants ont été blessés. Face aux revendications, aucune réaction officielle. Promesses de transparence, relance économique, justice sociale. Les engagements de campagne du président Boakai sont désormais jugés à l'épreuve de la rue. Armando Chao a perdu la vue à 20 ans, à la suite d'une maladie. Depuis, ce père de famille, 45 ans aujourd'hui, n'a jamais marché sans canne ou sans l'aide d'un tiers. Il s'y risque ce jour-là grâce à des lunettes intelligentes. Quand je me tourne comme ça, les lunettes m'indiquent qu'il y a un mur ici, à côté. En avançant comme ça, je le sens près de moi, mais les lunettes me disent que je fais bien, il n'y a pas d'obstacle. Le mur est ici. Si je me tourne comme ça, je peux le toucher, donc en avançant comme ça, c'est calme. Armando Chao teste le dernier prototype de ces lunettes, équipées de capteurs qui détectent les obstacles et alertent leur utilisateur par vibration. La batterie est fixée à une sangle à l'épaule. Leur concepteur, c'est cet étudiant en robotique et ingénierie électronique, João Rego, qui file dans les rues de Maputo. Le déclic, il l'a eu en voyant un jour une femme malvoyante tomber dans une rue animée de la capitale mozambicaine. Depuis, il ne cesse d'améliorer ses lunettes intelligentes. Il a installé son atelier chez lui, dans le salon de sa mère. Cette dernière version couvre un champ de vision élargi à 120 degrés. Mais elle a aussi d'autres particularités. Elle est très précise dans des environnements bruyants. Elle dispose d'un filtre, d'une carte, d'un système GPS, d'un système de contrôle de batterie. Elle sait avec exactitude quand la batterie est sur le point de s'épuiser et envoie un signal à l'utilisateur. Donc elle est beaucoup plus communicative et réactive. João Rego a reçu en 2022 le prix du jeune créatif du Mozambique pour l'innovation technologique et cherche encore à perfectionner son invention, à améliorer la qualité des capteurs pour qu'ils puissent détecter des obstacles très fins comme un fil ou une corde. Ces lunettes ouvrent le champ des possibles d'Ernesto Chao et de sa famille. Sa femme rêve du jour où il pourra aller seul voir des amis dans le quartier et rompre avec sa vie monotone, cantonnée à la maison. Même les enfants, le premier jour, quand ils les ont vus, ont demandé « Maman, papa pourra-t-il désormais voir et marcher tout seul, sans l'aide de personne ?» J'ai répondu « Oui, il pourra. » Tout seul ? Oui, il pourra. Donc ces lunettes seront d'une grande aide pour lui et pour nous en tant que famille. Nous sommes heureux. João Rego ambitionne de trouver des partenariats pour enfin produire et distribuer ces lunettes au Mozambique. Le pays compte près de 2 700 000 personnes souffrant de déficience visuelle.
Un mois après l'anniversaire qui a intoxiqué et tué au moins 31 personnes, c'est le premier rassemblement de solidarité pour les familles des victimes. Un culte organisé à l'appel d'une association religieuse. Chants, prières et contributions en espèces, comme le veut la coutume malgache en cas de deuil. Selon les organisateurs, des invitations ont été envoyées à la maire de la capitale, au préfet et à la direction en charge des cultes au niveau de la présidence, mais aucun n'a répondu à l'appel. Asn a perdu son fils de 24 ans. Depuis, il n'a pas reçu d'aide des autorités. Alors qu'on était à l'hôpital depuis 10 jours, la ministre de la Population est venue nous apporter de l'aide. 40 € par malade. Du riz, de l'huile, du savon. Après la mort de mon fils, Tiavina, plus personne n'est venu. C'était plutôt le parti d'opposition TIM qui nous a aidés. L'État n'a pas organisé de deuil national et maintient qu'il s'agit d'un empoisonnement criminel sans résultat d'analyse probant. Une dizaine de malades sont encore en réanimation dans la capitale et la majorité présente des symptômes typiques du botulisme, une bactérie alimentaire mortelle. Le constat actuellement est que ces familles des victimes souhaitent que la justice soit rendue à leurs proches. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'État essaie de cacher la vérité. Parce qu'il y a des témoignages, il y a des sources qui pensent que ce qui se passe actuellement par rapport à tous ces morts, c'est qu'il s'agirait de botulisme. Mais l'État souhaite que le motif empoisonnement soit accepté. L'heure est maintenant aux démarches judiciaires. 3 familles de victimes ont porté plainte contre l'hôte de l'anniversaire et sa mère. La jeune fille qui fêtait ses 20 ans est toujours en réanimation. C'est une espèce animale marine dont l'aspect peut déplaire, mais ces concombres de mer sont une denrée très prisée des pêcheurs kényans. La pêche des concombres de mer n'est pas facile car ils se trouvent souvent dans des zones où il y a beaucoup d'eau. Il n'est pas garanti que vous en trouviez à chaque fois. Il faut de l'habilité, de la patience et beaucoup de travail. Un travail pourtant illégal, la pêche des concombres de mer est interdite au Kenya depuis 2003. Mais la pratique se poursuit, motivée par la pauvreté et surtout la demande mondiale, ce qui inquiète les défenseurs de l'environnement. La Chine et Hong Kong sont les principales destinations du concombre de mer. Le prix au kilo est très élevé. Récemment, nous avons même constaté que d'autres pays s'intéressaient à cette espèce. Et cela pourrait donc augmenter encore la surpêche, car la demande est énorme. Sur les marchés hongkongais, les concombres de mer peuvent se revendre jusqu'à 300 $ le kilo, une aubaine pour ces pêcheurs qui ne gagnent généralement que quelques dollars par mois. Lorsque les concombres de mer avaient peu de valeur, on en voyait beaucoup. Mais une fois que le prix a augmenté, il est devenu plus difficile d'en trouver. Le prix élevé du marché a encouragé les pêcheurs à les récolter de manière plus agressive plutôt que d'attendre que leur nombre augmente. C'est le prix élevé qui est à l'origine de la surpêche. Une surpêche aux conséquences écologiques désastreuses, alertent les défenseurs de l'environnement. Les concombres de mer jouent un rôle crucial dans les écosystèmes marins. Leur raréfaction pourrait avoir des répercussions sur les stocks de poissons et la biodiversité côtière du Kenya.